Vous n'avez pas besoin de lâcher 40 000 € dans un SUV sorti d'usine pour repartir avec une machine capable de franchir la barre des 200, 250 ou même 300 000 km. En réalité, certains des modèles les plus robustes, les plus blindés jamais vendus sur le marché français, dorment en ce moment même au fond des parcs d'occasion pour moins de 15 000 € et parfois même sous le seuil des 10 000 €, alors que la majorité des acheteurs passent devant sans même leur jeter un regard. Aujourd'hui, je vous décortique les modèles d'occasion qui restent totalement sous les radars de la plupart des conducteurs, mais qui, dans bien des situations, tiendront la distance tout aussi bien qu'un modèle surcoté pour lequel tout le monde fait la queue chez le concessionnaire, en payant plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Le secret, comme toujours, c'est de savoir précisément quel moteur, quelle boîte de vitesse et quelles années de production tiennent réellement le choc face au temps. Si vous validez le bon choix, vous venez de vous offrir un véritable bourreau de travail. Si vous vous trompez de version, vous venez tout simplement de racheter la migraine d'un autre. À la fin de cette analyse, vous saurez faire la différence sans l'aide de personne. J'ai 50 ans, aucune fidélité aveugle envers un logo sur une calandre, et personne ne me verse un centime pour vendre du rêve. Entrons directement dans le vif du sujet. Commençons par ce qui ressemble à la meilleure affaire de la liste pour les budgets serrés. C'est un modèle qui ne récolte pas beaucoup de respect de la part des puristes, qui semble installé dans le paysage automobile depuis une éternité, qui s'avère un peu compact, et qui est à peu près aussi excitant à piloter qu'un sandwich au fromage industriel. Mais voici ce que l'industrie ne vous dit pas spontanément. Les constructeurs ont écoulé des montagnes entières de ce modèle compact, en grande partie pour approvisionner les flottes de location de courte durée. Résultat direct pour vous aujourd'hui sur le marché français. Le secteur de l'occasion en est littéralement inondé, et cette surabondance mécanique maintient les tarifs artificiellement bas pour le plus grand bonheur de votre portefeuille. Le bloc essence de 2 litres qui l'équipe est d'une simplicité presque rustique. Mais cette rusticité est exactement ce que vous devez traquer si vous visez la longévité absolue. Moins il y a de composants électroniques ou de périphériques complexes, moins vous risquez de subir des pannes au moment du contrôle technique. C'est l'outil parfait pour un jeune conducteur ou pour affronter les trajets urbains quotidiens. Il se gare partout sans effort, il ne coûte presque rien à assurer auprès de votre compagnie. Et son entretien ne vous ruinera pas. Il faut simplement l'acheter en sachant parfaitement ce qu'il est. Un petit véhicule surélevé pour le quotidien, pas un grand transporteur pour traverser l'Europe en famille nombreuse. Et sur les finitions d'entrée de gamme des premières années, vérifiez bien la présence de l'interface de connectivité moderne pour votre smartphone. Car les versions de base en étaient totalement dépourvues. Commencer avec une mécanique honnête, simple et particulièrement accessible, reste une excellente base. Passons à la suite. Si vous habitez dans une région vallonnée, si vous montez régulièrement en station de ski l'hiver, ou si votre quotidien implique de rouler sur des chemins de terre dégradés, le modèle suivant doit impérativement figurer au sommet de votre liste de recherche. Sa technologie de transmission intégrale permanente n'est pas un simple gadget marketing pour rassurer les familles en ville, c'est un dispositif redoutable d'efficacité quand l'adhérence devient précaire. Et cette architecture s'accompagne d'une endurance mécanique remarquable à condition d'avoir été respectée par les précédents propriétaires. Il y a toutefois une mise en garde majeure à intégrer si l'on veut rester parfaitement transparent. Les versions équipées de moteurs à 4 cylindres de cette génération sont associées à une transmission automatique à variation continue et une transmission à variation continue qui affiche un kilométrage élevé. Ce n'est pas toujours une histoire qui se termine bien si l'entretien a été négligé. Vous devez donc impérativement exiger un carnet d'entretien limpide, tamponné, et obtenir la preuve factuelle que le fluide de cette transmission spécifique a été vidangé en temps et en heure. Les anciennes architectures de moteurs à plat de cette marque traînaient également une réputation de fragilité au niveau des joints de culasse. Intégrez ce point crucial dans vos vérifications mécaniques avant de signer quoi que ce soit. Mais si vous mettez la main sur un exemplaire rigoureusement suivi par son ancien propriétaire, vous disposerez d'un break surélevé capable d'aller partout, capable de braver les hivers les plus rigoureux et les routes secondaires les plus défoncées de nos départements.
Le tout pour un tarif inférieur à presque tout ce qui se fait de comparable sur le marché. Les coûts d'entretien périodique se situent un léger cran au-dessus des géants du secteur, mais l'avantage, c'est que vous ne remplacez pas des pièces toutes les semaines. Enchaînons avec une configuration devant laquelle la plupart des acheteurs lèvent les yeux au ciel en signe de lassitude. Et je peux parfaitement le comprendre au premier abord. Mais écoutez attentivement ce qui suit, car cette version dotée d'un bloc V6 est un animal totalement différent des modèles standards que vous avez en tête. Le modèle classique à 4 cylindres utilise une boîte à variation continue qu'il vaut mieux laisser de côté. En revanche, les versions antérieures, animées par un vrai bloc de 3 litres à 6 cylindres, sont accouplées à une boîte automatique conventionnelle, traditionnelle, à convertisseur de couple. Cette association mécanique change absolument toute la donne sous le capot. Les utilisateurs de cette version décrivent tous un groupe motopropulseur quasiment indestructible, à une seule condition essentielle. Vous devez suivre scrupuleusement le calendrier des entretiens et ne jamais décaler le remplacement du kit de distribution. Ne jouez pas avec les échéances. Et c'est ici que réside l'avantage caché sur le marché de l'occasion. Comme cette marque ne bénéficie pas de la même aura de valeur refuge que certains de ses concurrents directs, vos 10 ou 11 000 euros vous permettent d'acheter un modèle V6 plus récent, moins kilométré et mieux équipé que n'importe quel autre équivalent surcoté pour le même budget. Est-ce que la finition intérieure est aussi léchée et valorisante que celle d'une berline haut de gamme? Absolument pas. Mais est-ce que c'est fiable sur le long terme? Totalement, si vous optez pour le 6 cylindres et que vous respectez scrupuleusement le calendrier inscrit dans le carnet de maintenance. Jetons maintenant un œil à une option motorisée par un bloc turbo diesel. Je devine déjà vos réticences d'ici, mais restez attentifs car ce choix représente un véritable pari calculé. Et je veux être d'une honnêteté totale avec vous sur ce profil. Sur le papier, le rapport entre les prestations offertes et le prix demandé est tout simplement hallucinant pour l'acheteur d'occasion. Vous disposez d'un moteur turbo-diesel de 3 litres de cylindrée, d'une transmission automatique moderne à 8 rapports, d'une sellerie en cuir intégral, d'une excellente note au crash test de sécurité et d'une véritable prestance sur la route. Tout cela pour le tarif d'une petite citadine de base d'occasion qui a déjà partagé la vie de 3 familles. La majorité des acheteurs ignorent ce véhicule précisément à cause de l'emblème qu'il porte sur sa calandre. La peur des pannes électroniques et l'anxiété liée à l'image de la marque détruisent littéralement sa valeur résiduelle sur le marché de la seconde main. Et c'est exactement de cette décote massive que naît votre opportunité de réaliser une affaire en or. Cependant, et c'est un avertissement capital, nous ne sommes pas ici dans la même catégorie de tranquillité d'esprit absolue que les productions japonaises mentionnées auparavant. Les modules électroniques de confort peuvent parfois se montrer capricieux, et le montant des factures de réparation, en dehors de toute couverture de garantie, peut rapidement devenir très lourd si vous devez vous rendre dans le réseau officiel. Ce choix n'est donc un achat intelligent que si vous avancez les yeux grands ouverts, en toute connaissance de cause. Exigez de manière non négociable un historique de maintenance complet depuis la sortie d'usine. Faites réaliser une inspection approfondie avant l'achat par un technicien indépendant qui connaît parfaitement les faiblesses spécifiques de cette plateforme et prévoyez systématiquement une enveloppe financière de sécurité pour couvrir d'éventuels frais techniques imprévus. Si vous respectez cette feuille de route, vous vous retrouverez au volant d'un véhicule routier haut de gamme, extrêmement confortable et performant, pour une fraction infime de sa valeur d'origine. Si vous négligez cette phase de recherche, le retour de bâton sera douloureux. L'avertissement est donné, vous êtes prévenu. Avant de passer aux 4 options qui surclassent les autres, ce n'est pas un forfait de nettoyage miracle pour injecteur que j'essaye de vous vendre. Ce n'est pas un abonnement mensuel à une assistance routière haut de gamme. Et ce n'est pas non plus un kit d'additifs surfacturés que l'on trouve au rayon accessoires des stations-service. Ce dont nous parlons ici, c'est d'une réalité froide et mécanique du marché automobile de l'occasion. Pour comprendre précisément pourquoi la situation est configurée de la sorte aujourd'hui. Pourquoi certains blocs moteurs survivent à toutes les législations, tandis que d'autres s'effondrent mécaniquement avant leur premier contrôle technique des 4 ans.
Il faut impérativement remonter à l'année 2012. C'est à cette période charnière que l'industrie a opéré un virage technique radical sous la pression des objectifs de réduction des émissions polluantes à l'échelle européenne, pour satisfaire aux exigences de plus en plus strictes des normes de dépollution imposées au niveau de l'Union européenne. La quasi-totalité des constructeurs mondiaux ont été contraints de modifier en profondeur l'architecture interne de leurs moteurs. C'est le début de l'ère de la réduction drastique de la cylindrée globale, le fameux downsizing, combiné à l'apparition de systèmes de suralimentation par turbocompresseurs de plus en plus poussés, y compris sur les véhicules à vocation purement familiale. On a commencé à greffer des périphériques extrêmement complexes sur des moteurs de plus en plus petits pour leur faire cracher une puissance artificielle lors des cycles d'homologation en laboratoire. Sauf que dans la vraie vie, sur les autoroutes françaises, à 130 km/h, ou dans les embouteillages des grandes agglomérations, ces blocs moteurs sursollicités thermiquement s'usent à une vitesse géométrique. Les parois des cylindres s'affinent. Les pressions d'injection atteignent des valeurs folles qui fatiguent prématurément les pompes à haute pression. Et les circuits de lubrification se bouchent à cause de la calamine. La thèse centrale qu'il faut intégrer, celle que les réseaux de concessionnaires préfèrent garder sous silence pour continuer à faire tourner leurs ateliers de réparation, est d'une simplicité désarmante. Pour obtenir une longévité mécanique réelle, il faut fuir la sophistication inutile et rechercher les architectures moteurs conçues juste avant cette grande bascule technologique. À catégorie équivalente et pour une même utilisation quotidienne. Un moteur atmosphérique de forte cylindrée, affichant déjà 150 000 km au compteur, sera structurellement beaucoup plus proche de l'état neuf qu'un petit moteur, 3 cylindres, turbocompressé d'1 litre, qui sort de sa première période de location avec seulement 60 000 km. Les intervalles d'entretien sur ces moteurs modernes ont été poussés jusqu'à 30 000 km pour séduire les acheteurs de flottes d'entreprises en affichant des coûts d'exploitation théoriques très bas sur le papier. Mais sur le plan strictement physique et chimique, une huile moteur soumise à de telles contraintes thermiques perd ses propriétés de protection bien avant cette échéance. L'industrie le sait parfaitement, les ingénieurs le savent, mais la logique commerciale veut que le véhicule accomplisse sa première vie sans encombre, pour ensuite pousser le consommateur vers un nouvel achat de véhicules neufs, dès que les premières grosses factures de maintenance curative apparaissent à l'horizon. C'est ce mécanisme d'obsolescence technique programmé par la complexification des périphériques que nous allons démonter point par point. Pour démonter proprement ce système, il faut plonger sous le capot et observer ce qui s'y passe sur le plan de la physique pure et de la chimie des fluides. Prenons une image simple. Imaginez une seringue médicale en plastique. Si vous poussez doucement sur le piston pour expulser un liquide fluide, l'effort est minimal, la pression sur les parois est dérisoire, et vous pouvez répéter l'opération des milliers de fois sans que le plastique ne fatigue. Maintenant, remplissez cette même seringue avec du goudron épais et essayez de l'expulser à toute vitesse en écrasant le piston de toutes vos forces. La pression interne grimpe en flèche, les parois se déforment, le plastique chauffe et la seringue finit par exploser à l'endroit le plus fragile. C'est exactement ce qu'il se passe à chaque seconde à l'intérieur d'un moteur moderne à injection directe par rampe commune. Pour répondre aux normes environnementales de plus en plus sévères imposées par l'Union européenne, l'industrie a dû pulvériser le carburant sous des pressions gigantesques, qui dépassent couramment les 2000 bars. À ce niveau de contrainte, le gazole ou l'essence ne sont plus simplement injectés. Ils sont littéralement atomisés sous forme d'un brouillard ultra fin pour que la combustion soit la plus complète possible. Le problème concret, c'est que ce choix technique génère une quantité phénoménale de suie microscopiques et de résidus de carbone extrêmement abrasifs. Ces particules de carbone flottent dans la chambre de combustion et, par un effet mécanique inévitable, une partie d'entre elles réussit à s'infiltrer à travers les segments des pistons pour finir sa course directement dans le carter d'huile de votre moteur. C'est là que le piège chimique se referme sur vous. Votre huile moteur n'est plus seulement un lubrifiant fluide destiné à réduire les frictions entre les pièces en mouvement. Elle se transforme progressivement en une pâte abrasive, une sorte de liquide de ponçage noir qui circule en boucle dans tout le bloc.
Les coussinets de bielle, qui portent le vilebrequin et subissent toute la force de chaque explosion, se retrouvent poncés de l'intérieur jour après jour. Pour contrer ce phénomène destructeur, l'industrie a généralisé l'usage des filtres à particules et des systèmes de recirculation des gaz d'échappement, la fameuse vanne EGR. Visuellement, imaginez que pour nettoyer l'air d'une pièce poussiéreuse, vous décidiez de brancher le tuyau de votre aspirateur directement sur votre propre masque respiratoire. La vanne EGR réinjecte une partie des gaz d'échappement sales et étouffants dans l'admission d'air frais pour abaisser la température de combustion et réduire les oxydes d'azote. Le résultat à long terme est une catastrophe mécanique absolue. L'ensemble du collecteur d'admission s'encrasse, se colmate et finit par s'asphyxier sous une couche de calamine noire épaisse de plusieurs centimètres. Le moteur force pour respirer. La consommation de carburant grimpe de 10 à 15%. Et l'ordinateur de bord finit par déclencher le mode dégradé, vous laissant impuissant sur la file de droite de l'autoroute. Sur le plan historique, cette course à la dépollution forcée par la périphérie technique a démarré de manière flagrante au milieu des années 2000, lors du passage aux normes Euro 4 et Euro 5. C'est à ce moment précis que les ingénieurs ont dû sacrifier la simplicité fondamentale des blocs moteurs sur l'autel des chiffres d'homologation. C'est la période où l'on a vu apparaître des volants moteurs bimasse complexes, conçus pour filtrer les vibrations des moteurs diesel mais destructeurs pour les boîtes de vitesse, lorsqu'ils lâchent prématurément, souvent avant 80 000 km. On a également vu la généralisation des turbocompresseurs à géométrie variable, dont les petites ailettes internes se bloquent systématiquement dès que la calamine s'accumule, entraînant des ruptures d'axes de turbo à répétition. La réglementation européenne mesure et valide la conformité des véhicules sur des cycles standardisés de laboratoire qui ne reflètent en rien la réalité d'un trajet quotidien de 20 minutes pour aller au travail avec un moteur froid qui n'atteint jamais sa température idéale de fonctionnement. Dans d'autres zones géographiques mondiales où les contraintes de dépollution sont gérées différemment, ou sur les marchés d'exportation qui n'imposent pas ces usines à gaz technologiques sous le capot, les constructeurs continuent de commercialiser des moteurs simples, robustes, à injection indirecte et sans turbocompresseur, capables de franchir les 400 000 km sans la moindre panne électronique. En France, le cadre technique du contrôle technique a été durci à plusieurs reprises pour cibler précisément l'opacité des fumées et la présence des systèmes de dépollution d'origine. Si votre filtre à particules est colmaté, ou si votre vanne EGR est bloquée en position ouverte, le verdict est sans appel. Contre-visite obligatoire sous 2 mois, avec à la clé une facture de remise en état qui dépasse très souvent les 1 500 € chez un concessionnaire de la marque. La solution rationnelle pour contourner ce système n'est pas de chercher à frauder les mesures réglementaires, mais de sélectionner une configuration mécanique d'occasion dont la conception physique élimine structurellement ces risques de défaillance. En éliminant l'injection directe, haute pression et le turbocompresseur de votre liste de critères, vous supprimez d'un seul coup 80% des causes de panne lourde qui immobilisent les véhicules modernes sur les routes européennes. Maintenant, entrons dans le vif de l'action. Ce que vous devez faire concrètement, étape par étape, pour protéger votre investissement et court-circuiter le protocole classique de l'entretien officiel. La première étape se déroule bien avant d'ouvrir le capot, au moment précis où vous choisissez l'huile moteur sur l'étagère ou chez votre fournisseur. Ne vous fiez pas au grand logo de la marque de lubrifiant sur le bidon, mais retournez-le systématiquement pour lire les lignes écrites en petits caractères au dos. Vous devez y traquer la norme constructeur exacte exigée pour votre bloc mécanique, car chaque formulation chimique possède un taux de cendre sulfatée bien précis, adapté à la survie de vos systèmes internes. Versez une huile de mauvaise qualité ou inadaptée, sous prétexte qu'elle affiche la bonne viscosité à froid, revient à signer l'arrêt de mort de vos capteurs les plus sensibles en moins de 20 000 km. La deuxième étape impose de redéfinir totalement votre calendrier d'intervention en fonction de la réalité physique et non des promesses du carnet d'entretien d'usine. Si le constructeur préconise fièrement un espacement de 30 000 km ou 2 ans entre chaque vidange pour flatter les acheteurs professionnels,
Vous allez diviser ce chiffre par 2 de manière rigoureuse. Votre intervalle cible est désormais fixé à 15 000 km maximum, ou une fois par an si vous roulez moins. Cette opération doit impérativement s'effectuer sur un moteur chaud après au moins 20 minutes de roulage sur route, pour que l'huile soit parfaitement fluide et emporte avec elle, par gravité, toutes les limailles microscopiques et les bouts acides accumulés au fond du carter lors de l'écoulement par le bouchon inférieur. La troisième étape concerne le remplacement systématique de l'ensemble des filtres à chaque vidange de fluide, sans aucune exception de coût ou de temps. Le filtre à huile, qui retient les impuretés les plus grossières, ne doit jamais effectuer 2 cycles complets, sous peine de voir sa membrane interne se saturer et s'ouvrir en mode de dérivation d'urgence, laissant l'huile sale circuler librement sans aucun filtrage dans votre haut moteur. Le filtre à air doit également être extrait de sa boîte à chaque fois. Un filtre à air encrassé modifie instantanément le ratio de mélange entre l'oxygène et le carburant, ce qui force le calculateur électronique à injecter davantage de carburant pour compenser, accélérant ainsi l'encrassement de la chambre de combustion par des imbrûlés. La quatrième étape consiste à administrer un traitement préventif ciblé sur le circuit d'injection tous les 10 000 km, juste avant d'effectuer un long trajet routier sur autoroute. Vous allez verser un additif nettoyant concentré de qualité professionnelle directement dans votre réservoir de carburant. Lorsque celui-ci est rempli au tiers de sa capacité totale, roulez ensuite de manière continue pendant au moins 1 heure à un régime moteur stabilisé au-dessus de 2500 tours par minute, va permettre d'élever la température interne des injecteurs. Cette chaleur contrôlée, combinée aux agents tensioactifs du produit, va littéralement dissoudre les vernis et les dépôts de carbone qui obstruent les micro-trous des bus d'injection, rétablissant ainsi un jet parfaitement homogène. La 5e étape vous impose de surveiller de très près le système de refroidissement. Une zone trop souvent délaissée jusqu'à ce que le voyant rouge d'alerte ne s'allume au tableau de bord. Le liquide de refroidissement perd ses propriétés anticorrosives et son efficacité de transfert thermique au bout de 4 à 5 ans d'utilisation continue. Vous devez procéder à sa vidange complète et au rinçage du circuit à l'eau claire avant de réintroduire un fluide neuf spécifique. Un système de refroidissement fatigué engendre des points chauds localisés autour des cylindres, ce qui déforme imperceptiblement la culasse en aluminium et conduit inévitablement à une rupture du joint d'étanchéité supérieur. Parlons maintenant d'argent de manière très concrète et chiffrée. Vos coûts réels pour réaliser cette maintenance préventive vous-même s'élèvent en moyenne à 60 € pour un bidon d'huile haut de gamme et une quinzaine d'euros pour le filtre adéquat, soit un total de 75 € par intervention. Le garage ou la concession de la marque vous facturera l'équivalent de 280 à 350 € pour la même opération basique tous les 2 ans. Sur une distance totale de 100 000 km, en appliquant ma méthode de vidange rapprochée tous les 15 000 km, vous allez réaliser l'opération environ 7 fois pour un coût total de 525 € de fourniture. Si vous suivez le canal officiel des concessions avec leurs tarifs horaires prohibitifs, la facture totale sur la même distance grimpera facilement à plus de 1 400 € pour un moteur qui aura finalement fonctionné la moitié du temps avec une huile totalement usée et chargée de résidus abrasifs. Il existe cependant un avertissement très clair et non négociable concernant l'application de cette stratégie. Vous ne devez jamais tenter de nettoyer mécaniquement ou d'appliquer des produits de décalaminage agressifs par injection directe dans l'admission. Si votre moteur est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable dont les paliers sont déjà fatigués, ou usés. Si le turbo présente un jeu excessif au niveau de son axe central, l'introduction d'un fluide de nettoyage peut dissoudre les joints d'étanchéité interne en caoutchouc et provoquer un passage massif de l'huile moteur directement dans la chambre de combustion. Le moteur se mettrait alors en emballement thermique incontrôlable, consommant sa propre huile comme carburant jusqu'à sa destruction physique complète, sans que vous ne puissiez l'éteindre avec la clé de contact.